l'histoire est en accélération constante, presque au jour le jour en Tunisie. Depuis la Révolution, il y a eu tellement d'événements qu'on a du mal à rattraper les marches du débat. Et du coup, une question comme l'islamophobie, évidemment qu'elle nous intéresse, mais réellement, et au vu de nos forces, on disait, ce n'est pas la chose immédiatement que nous menons. Et puis, on s'est rendu compte que, surtout depuis, et donc, par rapport à ce qui s'est passé en France, depuis les élections européennes, il y a quelque chose qui s'est produit. Certaines politiques ont parlé de séisme dans le paysage politique. Au-delà de l'aspect simplement événementiel ou politique, pour ces jeunes et pour une grosse partie de la communauté musulmane, ou en tout cas des musulmans de France, c'est quelque chose qui marque doublement. Elle les marque en tant que citoyen français, mais aussi en tant que personne ayant un rapport quelconque avec une identité double ou autre, et en tout cas perçue comme telle, où on leur renvoie cette identité-là, parfois à leur corps défendant. Et donc cet événement-là, plus le fait qu'en Tunisie, actuellement, se préparent des élections qui vont marquer le pays, puisque on va mettre en place des institutions définitives, des institutions régulières pour 5 ans, aussi bien législatives que présidentielles. Et que ce débat sur l'identité, évidemment, va certainement se reposer. Même si, dans les élections précédentes, nous avons, en tout cas la gauche démocratique, avait refusé ce débat-là en disant ce n'est pas le problème essentiel de la Tunisie aujourd'hui. C'est un pays exsangue qui sort de 23 ans de dictature et de difficultés économiques énormes, sauf pour une poignée. Et c'est ça le plus important. Malheureusement, c'était un fait. Le débat a été tiré vers les questions identitaires. Et moi, je m'en rappelle parfaitement, le président actuel de l'Assemblée nationale constituante, M. Ben Jaafar, est venu à Lyon. Et il a fait une conférence publique à la Maison du Tunisien. Effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui lui demandaient identité. Il dit, oui, il n'y a pas de problème, mais identité ouverte. Et malgré tout, le débat a été tiré vers cette question-là de manière qui nous a même un peu surpris. On ne pensait pas que c'était si fondamental. Donc pour aussi anticiper à nouveau ce débat-là aux prochaines élections, on s'est dit, en tout cas à Lyon, qu'on va poser les termes du débat. Un débat qui va certainement continuer. Aujourd'hui, on ne règle pas tout, mais que au moins certaines notions soient les plus claires possibles. Et que le Front populaire, puisque l'association des amis du Front populaire, dans ses statuts, se propose de soutenir l'action du Front populaire, qui est une force politique aujourd'hui importante en Tunisie, constituée de groupes, de plusieurs partis politiques, mais aussi d'indépendants, de gens qui sont globalement pour le même projet, c'est-à-dire un pays ouvert, démocratique, pour une démocratie sociale en Tunisie.
l'ensemble de ces forces a un projet qui veut ou qui essaye de peser sur le débat, pour que ce débat ne soit plus seulement un affrontement entre la droite libérale de Bejirai qui est en train d'être de plus en plus récupéré par les anciens du RCD et donc du parti de Ben Ali, hein, et d'autres forces peut-être encore plus anciennes mais qui se disent dans la même famille politique. Et puis de l'autre côté, les islamistes, hein, de Narva, qui même ils ne sont plus aux manettes aujourd'hui, hein, au gouvernement, reste quand même une force politique très organisée et avec certainement un électorat fidèle et inconditionnel. Nous, on aimerait que pour les Tunisiens, il y ait une troisième voie, celle que représente le Front populaire, avec des composantes, bien sûr, aussi bien des patriotes, des gens démocrates, avec même des horizons idéologiques différents. Ça va des marxistes jusqu'aux anciens bassistes ou nationalistes arabes, et toutes les variantes de la gauche ou de l'extrême gauche. Voilà un peu cette force politique-là. Bon, même si on ne regarde pas forcément les sondages, c'est une force qui est effectivement créditée d'une troisième place. Et l'objectif, c'est de peser sur le vainqueur, quel qu'il soit, pour que le maximum de revendications démocratiques et sociales se réalisent pour les Tunisiens pour les 5 prochaines années. Voilà, voilà donc l'objectif de cette réunion d'aujourd'hui. On espère que, en tout cas, par rapport à ces jeunes qui ne sont pas là, qu'on trouvera d'autres horizons, d'autres cercles. Peut-être faudra-t-il se résoudre à aller sur place. Je ne sais pas, c'est possible, c'est possible. Aller à Vinicieux, aller à Mont-Blanc. Voilà. En tout cas, le contenu, je pense que ça nous aidera tous, en tout cas les Tunisiens, à s'adresser à ces jeunes, ni pour les récupérer, parce qu'il ne faut pas les récupérer, ni pour raconter des choses qui ne les touchent pas ou qui ne les intéressent pas, mais partir sur véritablement une lecture de notre histoire, une analyse scientifique de la question avec toute sa profondeur historique. Et là, évidemment, on compte beaucoup sur mon ami de droit, Philippe Fergeni, que je crois vous connaissez tous, qu'on ne présente plus. Je voudrais quand même rappeler qu'il est professeur à Sciences Po à Lyon 2. Et qu'en tant que spécialiste des études comparées des religions et des systèmes politiques, son intervention nous intéresse au plus haut point parce que c'est l'apport d'un scientifique, de quelqu'un qui a réfléchi sur des questions comme la laïcité, les droits humains, voilà, toutes ces problématiques qui, à un moment donné, n'étaient pas très importantes. Ou en tout cas, on se disait, c'est bien d'éclaircir ces choses-là, mais voilà, ça n'est pas le pain quotidien des Tunisiens. C'est devenu presque ça. Hein, c'est-à-dire que les questions d'identité, le débat là-dessus, il est devenu très important. Et il faut qu'il soit bien mené pour qu'on n'ait pas le résultat de ce que ça a produit en Égypte, avec le retour des militaires, ce que ça a produit en Libye, avec un pays qui est complètement
déceler ce qui se produit en Syrie, le drame des Syriens aujourd'hui, ce qui se passe actuellement aussi en Irak. Donc, ce sont des questions fondamentales. Chéri Fergeni a beaucoup parlé, mais il a aussi écrit. Et trois ouvrages lui sont parus. Islamisme, laïcité et droits humains. Ça y est, tu crois? Je ne sais pas. Oui, ça marche? Ah, bon, merci beaucoup. Bonjour. Voilà, vous accueillez avec le micro. C'est très bien. Très bien, très bien. Donc, oui. Je rappelle les ouvrages de Philippe Eugène, Islamisme, laïcité et droits humains. C'était mieux sans. C'était mieux sans. C'était mieux sans. Ouais. Il y a un écho. Ouais. Bon. Alors, je laisse, c'est pas la peine. Oui. Bon, ok, d'accord. Ils ont raison. Oui, c'est très bien. Le politique et le religieux dans le champ islamique, je crois qu'il a été traduit en arabe. Et en espagnol. Et en espagnol. Bon. Et les lois de Yann l'islam. va nous dire si c'est bien traduit. Il me faudrait l'exemplaire en français pour comparer. Mais une bonne traduction, normalement, on ne doit pas référer à la langue de départ. Une traduction, mais jamais. C'est celui qui est en espagnol. Les voies de l'islam, approche laïque des faits islamiques, je crois que c'est le dernier. Non, c'est le plus loin. C'est l'entre les deux. Ah, c'est celui qui est entre les deux. Bon. Voilà. Donc, Chérif interviendra peut-être un peu plus longuement, on verra, répondra également aux questions. Et à ma gauche, Tamouz El-Douri, c'est notre jeune intervenant, juriste. Juriste donc qui a d'abord, qui est actuellement doctorant à l'EDARA, c'est ça? Non, alors Angers. D'accord. EDARA, c'est l'école des avocats. De Rhône-Alpes, c'est ça. Voilà. C'est pas ça. EDARA, c'est l'école des avocats de Rhône-Alpes. D'accord. Et je suis doctorant à Angers. À Angers. Je Très suis bien. élève avocat et doctorant. D'accord, très bien. Je crois que vous avez commencé par un diplôme de l'IEP de Lyon. C'est ça. C'est quand même important. J'ai été aussi. étudiant. Étudiante de M. Fergeni. C'est quand même très bien. On a réussi à réunir le professeur et son disciple. Hein, sur la même table. Je suis au milieu. Voilà. Donc, vous avez fait un Master 1 et un Master 2 en droit public à l'Université Lyon 2. Bon, que vous soyez originaire de Clermont, ça peut compter quand même. Vous êtes né à Clermont? Oui. D'accord. C'est important aussi ce parcours-là parce que ça correspond à cette frange des jeunes qu'on aurait aimé avoir un peu plus nombreux aujourd'hui. Nous, pour la majorité, on vient d'ailleurs. On est ici, mais on a fait nos études, une grosse partie de notre jeunesse en Tunisie. Et c'est vrai que par rapport à ces questions-là, on n'a peut-être pas les mêmes sensibilités. Céline nous en dira un mot certainement comme témoignage. Voilà. Vous aimeriez vous spécialiser en droit public. Je crois que ce qui vous intéresse, c'est la démarche de lutte contre les inégalités et la discrimination. Discrimination. D'accord. Et puis, actuellement, vous êtes bénévole au CCIF. Hein. Tout à fait. C'est le collectif français contre l'islamophobie, qui est un collectif national C'est ça. et qui a une antenne sur Lyon. Exactement, oui. Voilà, depuis l'ouverture de l'antenne lyonnaise, donc vous êtes, vous avez intégré le CCIF et vous en êtes le conseiller juridique. Alors, je vais commencer par vous. L'idée, c'est, on en avait parlé un petit peu au téléphone, éclaircir un peu ce parcours et notamment comment on en vient à être un juriste
en conseillant des gens qui font appel à ce collectif. Et quelles sont les problématiques posées de manière à ce qu'on ait cet éclairage-là, pas seulement juridique, hein, mais aussi humain et au quotidien, hein, du vécu. Voilà, vous m'aviez dit 20 minutes, vous prenez le temps que... Hein, Ouais, vous m'arrêtez au pire. oh, non, non, mais je ne vous arrêterai pas, vous arrêterez tout seul pour permettre aux gens d'intervenir. Mais 20 minutes, 25 minutes. Si vous avez dit papier, il ne va pas vous arrêter. Voilà. Alors bonjour à tous. Farhad m'a très bien présenté. C'est vrai que je pensais au début plus intervenir vraiment au nom du CCIF, donc avoir un discours qui n'est pas vraiment le mien, mais je crois que ça va être difficile au vu des questions qui ont été soulevées et qui sont extrêmement intéressantes. Je suis peut-être pas le représentant de la jeune génération née en France, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que de fait, je suis né en France et je m'intéresse aux questions qui se posent sur le plan du racisme, sur le plan de l'islamophobie, depuis un petit moment. Mon parcours, mon parcours militant en tout cas, c'est que quand je suis arrivé à Lyon, je me suis engagé dans des associations, des partis aussi de gauche. Donc, pour le dire clairement, j'étais au mouvement des jeunes socialistes. J'ai pas voulu le dire, je le savais. J'étais Je me suis dit, c'est votre... très bien renseigné. J'étais au mouvement des jeunes socialistes. Et je faisais partie d'un collectif antifasciste, donc de la région lyonnaise, qui était très actif dans les années 2008. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, peut-être qu'il est toujours actif, mais je n'ai pas de nouvelles. Et à ce moment-là, c'était très difficile dans les milieux de gauche de faire entendre qu'on pouvait être déjà musulman et plus ou moins progressiste, enfin, attaché aux questions sociales, aux questions économiques, aux questions démocratiques, etc. D'une part, et c'était également difficile de faire reconnaître qu'il y avait une discrimination à l'encontre des musulmans, en tant que musulmans, pas en tant qu'arabes, laïcs, etc., qui laissent sa religion de côté, mais en tant que musulmans, il y avait aussi une discrimination spécifique qui touchait les jeunes, les moins jeunes, etc. Et ça, ce blocage, il s'est cristallisé sur la notion même d'islamophobie. Pendant très longtemps, en France, c'était extrêmement difficile d'évoquer même le terme d'islamophobie. Je me souviens que dans les réunions de militants, quand on osait même prononcer le mot, on était tout de suite catalogué, ou là, jeune musulman en voie de radicalisation, qu'est-ce qu'il fait ici, etc. Et donc, la mythologie de l'époque, c'était que le terme islamophobie avait été importé par les mollahs iraniens, et que donc c'était le fer de lance de l'islam radical en France, etc. Une mythologie propagée par Caroline Fourest notamment, qui était présente dans beaucoup de congrès d'universités du Parti Socialiste, mais aussi qui était écoutée par une grande partie de la gauche, et qui l'est toujours, je crois, malheureusement. Aujourd'hui, je crois que cette question a évolué, que le terme islamophobie est beaucoup plus accepté, et c'est en partie, j'espère, je crois, le fruit du travail du CCIF et d'autres intellectuels, indépendants, associatifs et autres, qui ont un peu lutté pour faire reconnaître ce terme, et faire reconnaître, l'important c'est pas le terme, mais c'est la discrimination qu'il y a derrière, et c'est le phénomène qu'il y a derrière. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, il est plus médiatiquement acceptable, mais pour être précis, nous, ce qu'on entend au CCIF derrière ce terme, c'est l'ensemble des actes de violence ou de discrimination à l'encontre des personnes comme des institutions
en raison d'une appartenance réelle ou supposée à l'islam. Ça veut dire que on peut être musulman et subir une discrimination en tant que musulman. On peut être arabe et ne pas se considérer comme musulman et subir une discrimination en tant que musulman. Et tout ça, pour nous, c'est de l'islamophobie. La question n'est pas celle de l'appartenance réelle à l'islam. Le CCIF, pour le présenter, il s'est donc créé dans ce contexte-là en 2003. Donc moi je ne fais pas partie de la génération des fondateurs, mais je peux vous dire qu'il s'est créé peu avant la loi de 2004, la loi du 15 mars 2004 qui exclut les jeunes filles qui portent le voile de l'école et plus généralement qui exclut le port du signe religieux de l'école publique. Et donc il s'est créé peu avant dans certains collectifs. Il est issu de certains collectifs, pas forcément déclarés, pas forcément organisés, etc., mais qui soutenaient justement les jeunes filles qui portaient le hijab et qui étaient déjà exclues de l'école, parce qu'il faut savoir qu'avant cette loi de 2004, il y avait une position juridique un peu ambiguë qui faisait que c'était un peu au cas par cas, où les directeurs d'établissement pouvaient ou non exclure les jeunes filles de l'école. Et donc c'était assez compliqué, c'était un peu arbitraire. Donc le collectif, il est né à ce moment-là, où, je me souviens, pour l'anecdote, c'est une phrase qui a retenti dans les médias. Et, je ne me souviens plus exactement de qui est-ce qui avait lancé cette phrase, mais peu importe. L'important, c'est que c'était une personnalité publique qui avait dit, qui s'était affirmé islamophobe et qui ne voyait pas de problème là-dedans. Et donc, ça a été un peu le déclic de cette initiative. Donc, le CCIF aujourd'hui, c'est une association nationale, donc présente à Paris et en région, pas présente partout évidemment. C'est une association jeune, mais qui couvre quand même une grande partie du territoire, et on est encore en train de se structurer, de s'organiser, et son activité principale, c'est le soutien juridique aux victimes de l'islamophobie. Donc islamophobie au sens où je l'ai expliqué tout à l'heure. Le CCIF aujourd'hui a obtenu une reconnaissance un peu officielle, dans le sens où il a été admis au Conseil consultatif, en tant que membre consultatif du Conseil économique et social de l'ONU. Il a été admis à l'OSCE, où il a pu, si je vois comme tout ça, c'est pas uniquement pour vanter les mérites du CCIF, mais c'est pour vous dire qu'on essaie de faire un travail de pression, et un travail qui vise à donner un autre discours que celui du gouvernement, qui est de dire en république laïque, on ne distingue pas entre les individus, on ne distingue pas entre les minorités, et on respecte tout le monde. Et ce qui permet de ne pas tenir de statistiques, ce qui permet de ne pas voir en fait le phénomène de discrimination. Donc le CCIF essaie d'apporter un autre discours, donc par le soutien juridique d'abord aux victimes. Donc c'est un soutien qui à la base a pris une grande partie du temps du CCIF, et aussi maintenant par la publication d'un rapport annuel, et donc de la tenue d'un registre statistique sur les actes islamophobes. Ce registre est important parce que justement il permet de quantifier ce phénomène, de voir s'il y a eu ou non des évolutions, même si malheureusement chaque année on n'est pas très surpris de constater que le nombre d'actes déclarés en tout cas est à la hausse, et donc d'opposer les faits tout simplement au discours officiel qui nous est tenu. À côté de ça, nous avons donc, à côté de ce soutien juridique et de la publication de ce rapport, on est attaché également à un rôle peut-être plus politique, mais au sens non partisan, de promouvoir la participation
des musulmans dans l'espace public, promouvoir l'engagement citoyen, promouvoir aussi l'engagement économique. Alors, pourquoi ce rôle-là, me direz-vous? Parce que je crois qu'il est inséparable du premier rôle qui est de lutter contre les discriminations. Il y a des discriminations qui sont directes, qui sont clairement affichées, mais il y a aussi des discriminations qui sont beaucoup plus systémiques, beaucoup plus structurelles, qui ne sont pas forcément, qui ne peuvent pas forcément être combattues par le droit. J'en veux pour preuve finalement la situation aussi socio-économique de la population musulmane en France, qui est globalement, même si on n'a pas de statistiques, mais les faibles études qu'on a et le constat de tous les jours montrent que la population musulmane est aussi dans une grande précarité sociale, économique, etc. Et que ce n'est pas simplement la résultante d'une histoire sociale, économique, ouvrière, mais c'est aussi le résultat de discriminations qui ne sont pas visibles, qui sont invisibles. Et donc cette participation politique, économique, elle est importante à promouvoir au sein de la communauté musulmane pour justement combattre ce type de discrimination également. Donc voilà pour la présentation du CCIF. Combien Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes, c'est bon. J'avais prévu de vous parler un peu du dernier rapport du CCIF, donc de 2014. Après, si vous voulez, on reviendra sur les questions plus qui touchent le Front populaire, on va dire. Le CCIF en 2013, pardon, donc le rapport a été publié il n'y a pas très longtemps. Le CCIF a répertorié 691 actes islamophobes, donc nous considérons comme islamophobes, par rapport à 409 en 2012. Donc une évolution de 47%. Dans ces statistiques, il faut certes prendre en compte le fait qu'il y a plus de musulmans qui osent venir saisir le CCIF, mais ça témoigne aussi d'une évolution. On ne peut pas attribuer cette augmentation uniquement à ce phénomène interne à la communauté musulmane. Ce qu'on peut dire aussi de ces actes, c'est qu'elles touchent majoritairement des individus, et non des institutions. Alors là, j'apporterai une nuance. On a un cas d'une mosquée à Lyon, dans les alentours de la région lyonnaise, que je ne citerai pas parce qu'elle n'a pas choisi de médiatiser sa cause, mais je peux en parler de manière anonyme, parce que je crois aussi qu'elle est malheureusement emblématique de beaucoup de mosquées en France. Une mosquée qui, dès sa construction, a reçu des menaces, a reçu des intimidations, a reçu des tentatives de dissuasion pour la dissuader de s'installer justement, alors qu'elle n'était même pas encore construite, et qui, c'était il y a 5 ou 6 ans, et jusqu'à aujourd'hui, régulièrement, a fait l'objet de tags, de menaces et de dégradations. Et donc c'est un peu pour vous dire l'état d'esprit dans lequel se situe la communauté aujourd'hui qui gravite autour de cette mosquée. Comment? Dans la région lyonnaise. Ouais. Donc ça c'est un peu le genre de cas qu'on traite au CCIF, et malheureusement il y en a beaucoup, des cas comme cela, où finalement parfois l'action juridique aboutit, la police fait son travail, mais parfois non, et là c'est une grande frustration qui naît au sein de la communauté de cette mosquée, et l'impression aussi qu'il y a un deux poids deux mesures qui est opposé aux musulmans face à l'action des pouvoirs publics pour prévenir ce genre d'agression, ce genre de dégradation quand il s'agit d'autres communautés. Donc ça c'est un exemple d'actes islamophobes sur des institutions, mais la grande partie des actes islamophobes, elles concernent les individus,
des agressions physiques ou verbales, des discriminations à l'emploi, et plus particulièrement, ces agressions, elles concernent des femmes. Et nous, au CCIF, on a l'habitude de dire, en tout cas bienvenue. On a l'habitude de dire que notre cause, notre combat contre la xénophobie, c'est aussi un combat féministe, dans la mesure où 78% des victimes, donc en 2012, sont des femmes qui arborent un signe religieux, donc le hijab dans la plupart des temps, dans la plupart des cas. Et donc là, il y a peut-être une question aussi à creuser et qui concerne peut-être le Front populaire, c'est que nous, notre position, c'est de dire que les femmes ont le droit de choisir et de dire si elles veulent porter un hijab ou non, et qu'on n'a pas à leur imposer, évidemment, de porter une tenue. On n'a pas non plus à leur imposer une vision de la femme émancipée, une vision de leur religion, ou si elles faisaient le mauvais choix, si elles décidaient de porter un hijab, ce seraient des femmes soumises, aliénées, etc. Nous avons une position qui défend l'autonomie des femmes, et ça, c'est un de nos gros contentieux, on va dire, avec la plupart des mouvements, enfin beaucoup de mouvements féministes français en tout cas. Peut-être qu'on passera aux questions un peu après, je termine juste, sinon je vais perdre le fil de mon... donc la plupart des victimes des actes islamophobes sont des femmes, et ce qu'on observe, c'est qu'il y a aussi une dégradation, une aggravation de la violence de ces actes. Vous avez peut-être suivi l'année dernière l'affaire de Trappes, dans laquelle une femme, une mère qui portait un enfant, et qui a été agressée parce qu'elle portait un hijab. Donc c'est une violence qui malheureusement s'accentue. Et donc en plus de ça, je vous ai dit, il y a toutes les discriminations qu'on ne perçoit pas, qu'on ne saisit pas dans l'entreprise. Et toutes les enquêtes pertinentes à ce sujet le montrent qu'il y a une discrimination spécifique qui cible les musulmans en tant que tels, et pas seulement les musulmans en tant qu'Africains ou les musulmans en tant qu'Arabes. Il y a une discrimination qui cible les musulmans en tant que tels et un rejet de l'islam en tant que tel. Voilà, je crois que pour la présentation du CCIF et pour un peu le constat. Oui. Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure, en fonction des questions, sur des aspects particuliers ou des questions particulières qui ont été soulevées. Peut-être. D'accord. On donne deux interventions petites pour faire l'introduction. Et après, je laisserai la parole à Chérif. Et donc, le débat, de toute façon, il va être sur... les deux thématiques sont évidemment très liées. Hein. D'accord. D'accord, donc, mais on fait d'abord la conclusion. Voilà. Moi, je vais partir du titre de l'appel à cette rencontre, hein, que je considère comme une rencontre amicale et où on se retrouve entre gens qui se connaissent. Voilà. Je remercie d'ailleurs les organisateurs de nous avoir invités les deux. Je suis très content de parler après mon étudiant. J'ai dit à Tahar tout à l'heure, il m'a dit quand est-ce que tu veux parler. Je lui dis moi je suis un indépendant, je ne me définis pas contre les partis, je suis un indépendant complément des partis. Et je suis un vieux, je ne veux pas prendre la place des jeunes, j'interviens comme complément des jeunes. Donc je vais inscrire mon propos dans le prolongement, un peu pour répondre aussi aux interrogations qui sont venues de la salle. L'appel c'est repli identitaire, islam politique et islamophobie. Je crois qu'il faut tenir pour comprendre, répondre à la question de la cause, répondre à cette inquiétude chez ceux qui voient dans toute manifestation
public du religieux, une remise en cause des acquis de la sécularisation, je crois que justement, il faut partir du titre global, les replis identitaires. Les replis identitaires ne sont pas propres à une partie de la population, à une culture, à une communauté, on va le voir. Je crois que cette question n'est pas non plus indépendante de l'évolution que connaît notre monde aujourd'hui. Après la chute du mur de Berlin, l'implosion de l'Union soviétique, les espoirs de libération, de démocratie, Fukuyama a parlé de la fin de l'histoire, enfin la démocratie et le libéralisme va se généraliser et avec cela il y aura la fin de tous les conflits et on va vivre en paix universelle. C'était la thèse au lendemain de la chute du mur de Berlin qui était, on est dans cette euphorie de cet espoir cultivé par les Lumières, la paix universelle d'Emmanuel Kant, Montesquieu, toute la pensée des Lumières était avec la généralisation de la démocratie et avec la disparition de tous les obstacles à la généralisation de la démocratie et du capitalisme, parce que c'était dans cette perspective-là, le capitalisme qui va inciter les gens à tenir compte les uns des autres et la raison, la main invisible du marché qui va rapprocher tout le monde, c'était ça. Fukuyama, tout de suite, c'était ça. Ce qu'on n'a pas vu, et c'était d'ailleurs un grand spécialiste de l'Occident, de l'Union soviétique, que je me souviens, un débat à la fin des années 80, après la chute du mur de Berlin, qui disait sur les plateaux de télévision, nous sommes en train de vous jouer un sale tour, vous les Occidentaux. Nous sommes en train de vous priver d'ennemis. La disparition de l'ennemi rouge communiste va créer comme une sorte de malaise, une crise d'identité au niveau de l'Occident, qui l'identité de l'Occident, et je vous conseille de lire à ce propos le mythe de l'Occident de George Corn, quelqu'un qui a écrit beaucoup sur les questions religieuses, sur les conflits au Proche-Orient, et qui a écrit sur le mythe de l'Occident, comment ce mythe a été construit, entre autres en rapport avec la guerre froide et l'opposition des deux blocs. Ce que ce spécialiste de l'Occident, de l'ancien empire soviétique n'a pas vu venir, c'est qu'on va l'inventer, l'ennemi. En politique, on a toujours besoin de la figure de l'ennemi pour précisément construire son identité et souder. C'est Spinoza qui disait, quand vous avez des problèmes à l'intérieur, vous créez un ennemi extérieur, et il dit que la xénophobie est le meilleur ciment pour souder les rangs d'une nation, d'un peuple, lorsqu'il est en crise, lorsqu'il est en difficulté. Et donc, très vite, Ruffin, qui a écrit, qui a été à un certain moment, d'ailleurs Sarkozy l'a nommé comme ambassadeur au Sénégal, je crois, avait dit à un certain moment, l'ennemi c'est le Sud aujourd'hui. Il dénonçait un discours de façon critique. Il critiquait les discours dominants des États-Unis d'Amérique, de l'Europe à l'époque. C'est on est en train d'inviter un nouvel ennemi qui est le Sud en général. Le Sud qui est le barbare du monde moderne, sans État, fort, État de droit, sans démocratie. Et donc on ne sait pas contre qui on lutte. Et les conflits explosent de partout. Avant, avec la guerre froide, l'ennemi était identifié, il était situé. Et donc c'est plus facile. Là, l'ennemi, en quelque sorte, il est partout. Et surtout avec la mondialisation, il est même chez nous.
lumineux le travail qu'a fait Jean-Christophe Ruffin sur cette question de l'ennemi de substitution après la chute de l'Union soviétique, après l'implosion de l'Union soviétique. Et on a vu qu'effectivement, la chute du mur de Berlin, ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est pas la paix universelle. Des conflits ont éclaté là où on espère que la démocratie va triompher grâce à la chute du mur de Berlin. Le conflit dans l'ex-Yougoslavie, qui a tourné au cauchemar. Purification ethnique. Le plus jamais ça à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il se reproduit en Europe, au cœur de l'Europe. Parce que le cœur de l'Europe, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Bruxelles, ce n'est pas le centre de l'Europe. Géographiquement, c'est Prague. Hein? Si on parle géographiquement. Donc c'est au cœur de l'Europe que ces conflits éclatent, là où on croyait que c'est la démocratie qui a triomphé avec la chute du mur de Berlin. Mais aussi, il y a eu le génocide au Rwanda et cette multiplication de conflits dans lesquels l'ennemi provient de nos alliés d'hier contre le mal absolu qui était l'Union soviétique. Et là, c'est très important de rappeler l'histoire. Lier les deux, repli identitaire et islam politique. Et islamophobie. Contre l'ennemi soviétique. Contre le mouvement des non-alignés créé en 1955 par Tito, Nehru, Nasser et Sukarno. Les Britanniques et les Américains qui étaient leurs héritiers au lendemain, qu'est-ce qu'ils ont créé pour contrer et le mouvement des non-alignés et dans le cadre de la stratégie de l'endiguement, on disait, hein, c'était contre la propagation du communisme. On a créé le pacte de Bagdad pan-islamique, dont les membres musulmans sont devenus membres de l'OTAN, bien qu'il n'ait rien à voir avec l'Atlantique. Le Pakistan, la Turquie, en entrant à l'OTAN, elle a été amenée pour composer avec ses alliés islamiques dans le cadre du pacte du Bagdad de mettre un peu de religion dans sa politique, remise en cause de la politique de Kemal Atatürk. Ce n'est pas pour vanter l'autoritarisme de Kemal Atatürk, non, c'est pour restituer les faits historiques. Par exemple, l'enseignement religieux a été réintroduit en même temps dans l'enseignement fondamental en Turquie avec l'adhésion de la Turquie à l'OTAN. Donc il y avait une manipulation contre l'ennemi soviétique, communiste, contre la Chine, contre Nehru, l'Inde. On a autorisé le Pakistan à avoir la bombe atomique sans se poser les questions qu'on se pose aujourd'hui sur la nature démocratique du pays qui se dote de la bombe atomique. Parce qu'on en avait besoin. Et on n'en parle jamais. Est-ce que vous, dans les discours officiels, on parle de la bombe atomique du Pakistan dont il s'est doté en tant que membre de l'OTAN depuis les années 60. Quand l'Inde s'est dotée de la bombe atomique, le Pakistan a eu sa bombe atomique. C'est très important dans le prolongement de cela. Les piliers de l'OTAN, c'est l'Arabie saoudite. Bagdad, quand elle a été la monarchie sous Faisal en 50, c'était avant la disparition de la monarchie, donc pro-britannique. C'est ça pourquoi c'est le pacte de Bagdad. L'Iran, la Turquie et le Pakistan. Voilà le pacte de Bagdad. Après, contre l'ennemi soviétique, ça a continué. Ben Laden, les talibans étaient soutenus comme les combattants de la liberté contre le gouvernement de Najibullah.
communiste, entre guillemets, parce que ça me pose des problèmes aussi, ça. J'ai eu des problèmes à l'époque contre ce régime, cette invasion d'un pays, il fallait le dénoncer. C'est vrai, c'est normal de dénoncer une invasion. Ce n'est pas parce que c'est l'Union soviétique que c'est bien. Non, mais il faut le rappeler, ça. Donc, l'islam politique, à ce niveau-là, ne gênait pas jusqu'alors. Quand est-ce que l'islam politique est devenu une menace? Quand, après la révolution iranienne, là on a commencé, et l'attaque de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, là on a commencé à voir vert. On a commencé à substituer petit à petit, mais beaucoup plus tard. L'idée a commencé à germer de substituer l'ennemi vert à l'ennemi rouge. Mais cela n'apparaîtra que plus tard. Ça c'est les futuristes qui ont commencé à voir cela, soutenant le régime de Saddam Hussein dans une guerre qui a déclenché contre l'Iran. Ce n'est pas l'Iran qui a déclenché la guerre contre l'Irak. Il faut le rappeler, les vérités historiques, pour endiguer, l'endiguement maintenant change, endiguer la révolution islamique iranienne avec le soutien de toutes les pétromonarchies du Golfe, de l'Arabie saoudite, de l'Union soviétique à l'époque, des États-Unis d'Amérique, de l'Europe. Saddam Hussein à l'époque n'était pas un dictateur sanguinaire qui assassine son peuple, qui affame son peuple, qui gaze les Kurdes, et même Rumsfeld, secrétaire d'État des États-Unis, secrétaire d'État de la Défense aux États-Unis d'Amérique, dans une conférence de presse, dans les années 80, disait: nous avons analysé le gaz moutarde utilisé contre les Kurdes à Halabja. C'est un gaz qui n'est pas de fabrication irakienne, c'est une fabrication iranienne. Vous allez voir après, le même gaz va être utilisé comme prétexte pour éliminer Saddam Hussein. Par le même Rumsfeld, qui tenait une conférence de presse pour dire cela. Et les choses commencent à changer, notamment, précisément, lorsque Saddam Hussein a cru comprendre, il a compris que maintenant il peut attaquer impunément le Koweït. Grand réservoir de pétrole. Et il est très important de préciser les dates de ce revirement. Après presque 10 ans de guerre entre l'Iran et l'Irak, malgré les médiations des Nations Unies, l'Iran était prêt à arrêter la guerre à condition qu'on reconnaisse qui est l'agresseur, qui a déclenché. Les États-Unis ont opposé leur veto pour qu'on ne désigne pas Saddam Hussein, le régime de Saddam Hussein, comme étant le fauteur de guerre. C'est celui qui a déclenché la guerre contre la République d'Iran, la République islamique d'Iran. Et à la faveur de la chute du mur de Berlin, Saddam Hussein a cru qu'il peut, et il ne pouvait plus de toute façon continuer la guerre. Il fait un cessez-le-feu, il prend l'initiative, en dehors de ceux qui l'ont subventionné sa guerre contre l'Iran, pour signer un cessez-le-feu. Et à partir du moment-là, le discours a commencé à changer. Saddam Hussein n'est plus le laïc, notre allié, qu'on soutient contre la déferlante islamiste à travers l'Iran. Le commence. Et c'est à ce moment-là que va apparaître, par un homme qui n'est pas d'extrême droite, pas du tout, c'est même un humaniste, les prémices de ce que j'ai appelé, pendant la guerre du Golfe, j'étais l'un des premiers à utiliser ce terme, vous pouvez le retrouver dans un numéro commun de la revue Esprit et des Cahiers de l'Orient,
intitulé « Paysage après la bataille contre la guerre des cultures », j'ai écrit un article où j'étais le premier à utiliser le terme islamophobie en référence à ce qu'a écrit avant, 3 mois avant la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe contre Saddam Hussein, dans Le Monde, au mois de mai 1991, comme je vous ai dit, un homme qu'on ne peut pas considérer comme un extrémiste, Jean-François Poncet. C'est quelqu'un qui était à l'UDF, plutôt de sensibilité humaniste. Et là, qu'est-ce qu'il a écrit? Et c'est, quand on fait l'histoire des idées, on comprend. La construction européenne est confrontée à 3 défis. Un défi écologiste, c'est généreux, c'est bien de dire qu'il y a un problème écologique, hein, pas seulement pour l'Europe, mais pour le monde entier. 2, un défi économique, les dragons des pays du sud-est asiatique qui inondaient les marchés à la faveur de la libre circulation des marchandises et étaient à l'origine de la ruine du secteur textile, hein, entre autres en France. Et un défi idéologique, c'est plus le communisme. Ce n'est pas l'intégrisme musulman, ce n'est pas le fondamentalisme musulman, ce n'est pas l'islam politique, c'est l'islam tout court. Un défi idéologique, l'islam. C'est comme ça que ça se prépare les esprits. En rapport avec cela, Samuel Huntington écrit son Clash des civilisations, où il dit c'est la fin des guerres idéologiques avec la guerre froide, les conflits futurs, contrairement à ce que prévoyait Francis Fukuyama, à la fin de l'histoire, la paix universelle, il a dit non, nous allons avoir affaire à des conflits beaucoup plus durables et beaucoup plus dangereux. C'est le conflit des civilisations, le clash des civilisations. Et il identifie 8 grandes civilisations, 7 ou 8, parce qu'il doute dans son livre sur l'existence d'une civilisation africaine. Mais il l'ajoute quand même en 8e position. Je ne sais pas s'il existe une civilisation africaine, mais on peut dire ajouter une 8e. Une 8e civilisation. Hein, ils n'ont pas de civilisation, les Africains. Hein, je ferme entre guillemets, c'est pas moi qui le dis. Et donc, il dit que parmi ces civilisations, il y a la civilisation occidentale. Le mythe de l'Occident, si vous lisez George Orwell, est très important pour comprendre cela. Fondé sur la démocratie, les droits humains, l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté, etc., la sécularisation, la laïcité, etc. Et les autres civilisations qui lui envient sa position hégémonique et le rayonnement de sa civilisation grâce à la supériorité de ses valeurs. Et il dit qu'entre ces civilisations, aucune entente n'est possible parce que sur les questions fondamentales, ces civilisations sont opposées. Quelles sont ces questions? Les rapports entre hommes et femmes, entre autorité et liberté, entre gouvernement et gouverné, etc. Les grandes questions fondamentales donc, sur lesquelles elles ne peuvent pas s'entendre et donc elles ne peuvent que être amenées à se faire la guerre, le clash. Mais il dit que l'Occident n'a pas l'animosité, le conflit entre l'Occident et ses civilisations n'est pas de même degré. Avec les civilisations slaves, revenues dans le bercail un peu avec la chute du mur de Berlin, elle est de moindre importance. De même avec la civilisation latino-américaine. Mais elle est à son maximum avec 2
civilisations, la civilisation musulmane et la civilisation bouddhiste, hindouiste, confucianiste, non pas hindouiste, le confucianiste, lui il utilise ce terme-là. Et il parlait d'une connexion anti-occidentale entre l'islam et cette civilisation belliqueuse dont le représentant est la Corée du Nord, hein, pour aller plus directement. Je ne sais pas où est-ce qu'il a vu la connexion, mais c'est ça qui est très important. C'est des constructions idéologiques. Donc c'est la fin de l'idéologie, c'est le clash des civilisations. Et dans le clash des civilisations, l'ennemi mortel, c'est l'islam et cette civilisation des confins de l'Asie, qui après tout ne nous concerne pas directement. Hein? On n'en connaît pas grand-chose. Ni dans nos manuels d'histoire, ni dans nos manuels de philosophie, ni dans nos manuels de littérature, qu'est-ce qu'on connaît sur cette civilisation. Par contre, avec l'islam, on se regarde comme des chiens de faïence, on est très proches. La proximité rend l'animosité des deux côtés. Très important de le dire. Hein. Il ne faut pas... parce que la thèse de clash des civilisations, quand je vais aller la dénoncer au Caire, à Amman, dans les universités, mais tout le monde, il m'a dit, mais Samuel Huntington a raison. C'est vous qui vous trompez. Parce que le clash des civilisations, c'est pas seulement n'est pas seulement occidentale, la thèse. Elle est aussi reprise de l'autre côté. Oui, il a raison. Et notre ennemi, c'est l'Occident. La seule différence entre Samuel Huntington et les partisans de l'islam politique, c'est pour cela que c'est très important de... C'est là où Samuel Huntington met un plus, eux ils mettent un moins. Là où lui, il voit une supériorité de l'Occident, eux, ils voient une infériorité de l'Occident. Là où lui, il voit une infériorité de l'islam, eux, ils voient une supériorité de l'islam. C'est tout. Mais le reste du tableau, ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur le clash inévitable entre les civilisations. Et moi, j'étais surpris, je croyais un peu parler à un public qui réalise le danger de ce glissement de l'ennemi rouge vers l'ennemi vert. Ben non. Pourquoi? Parce que le changement du vert, du rouge au vert, ne s'est pas opéré seulement de ce côté-là. Dans les sociétés musulmanes, on a une expression, le communiste, ça se dit en arabe shuyu'i. Et shuyu'i, tu enlèves une lettre, ça devient chiite. Chiite. On disait, les shuyu'i qui ont perdu le roi au Liban. La base du parti communiste au Liban, c'était la région chiite la plus déshéritée, la plus défavorisée au Liban. C'est là, dans le sud du Liban, que s'est implanté le parti communiste, la base historique du parti communiste. C'est là où le chiisme et le Hezbollah est né, donc pour... c'est très... Mais c'est pas seulement là. En Bosnie, les anciens apparatchiks du parti communiste, avec la chute du mur, sont devenus... Non, ils sont devenus, comme disent les Bosniaques, des pastèques. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Simplement un retournement de veste. Pour s'adapter à la situation. Pour... Bon, donc, et pas seulement là-bas. On parle de la Tunisie, on est avec les amis du Front populaire tunisien. Combien d'anciens marxistes qui ne jurent plus que par leur identité arabo-musulmane, caressant dans le sens du poil, faisant même de la compétition avec les mouvements islamistes sur le terrain identitaire. C'est ça les replis identitaires. Mais les replis identitaires, c'est plus général que cela. Et là, je vous conseille de lire un livre d'un auteur américain qui se démarque de Samuel Huntington, qui se démarque de Fukuyama, qui s'appelle Benjamin Barber, qui a écrit un livre qui n'a pas, je crois qu'il vient d'être traduit en France, qui s'appelle McWorld versus Jihad. Il dit la mondialisation, les conflits qu'on a aujourd'hui, c'est des conflits liés à la mondialisation. Cette mondialisation qui est une McDonaldisation du monde, sur le plan culturel, sur tous les plans, c'est en fait
mondialisation du modèle américain. C'est un Américain qui combat. Alors, très important pour situer Samuel Huntington et Barber. Samuel Huntington était conseiller de Bush. Barber était conseiller de Clinton. Pour situer politiquement aux États-Unis comment. Et alors, Barber, il dit, on ne peut pas, personne ne peut accepter cette McDonaldisation du monde. Et la résistance à cette McDonaldisation du monde, c'est ce qu'il appelle jihad. Il dit, le jihad, c'est pas seulement les musulmans. Le titre, accrocheur, pour faire vendre, jihad peut passer tout de suite, c'est on est dans un registre d'islamophobie. Non, il dit, le jihad, c'est toutes les formes de résistance à cette McDonaldisation du monde, y compris à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. Le jihad, il dit, c'est l'Écosse, c'est les Basques, c'est l'Irak, c'est toutes ces formes de résistance à cette homogénéisation du monde, à cette manière de faire rentrer dans un seul moule et une menace à toutes les identités. Donc, face à la McDonaldisation qui impose un modèle, le modèle américain, il y a des résistances identitaires. C'est lui qui parle de résistance identitaire. Et ces résistances identitaires, elles peuvent être aussi mortelles que la McDonaldisation. Les deux menacent la démocratie. Les deux menacent la paix. Les deux menacent la coexistence pacifique entre les peuples et l'entente entre les peuples. L'une en essayant d'effacer toutes les identités et l'autre en érigeant le modèle d'une société comme l'état langue de l'universel et en cherchant à l'imposer à l'ensemble de l'humanité. Et donc il y a des résistances identitaires. On peut les comprendre. C'est légitime, mais la solution n'est pas là. C'est ça qui est très important. La solution, c'est précisément, il dit, c'est une démocratie par le bas, une démocratie fédérative qui prend en compte la diversité culturelle de l'humanité, qui accepte cette diversité et qui construit petit à petit, à partir de la spécificité, de la particularité des uns et des autres, construire le vrai universel. Il dit l'universel, on ne l'impose pas. Comme la démocratie, on ne l'impose pas par les chars, par le haut. Ça se construit par le bas, la démocratie par le bas, l'universel construit par le bas, en trouvant les ponts entre les différentes identités culturelles, mais en leur disant que ce n'est pas parce que nous sommes différents que nous sommes obligés de nous faire la guerre. Rappelons, c'est un Lyonnais qui a dit, ta différence, mon frère, j'ajoute ma soeur, loin de me faire peur, elle m'enrichit. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait cela. Hein? Donc, c'est ça qui est très important dans la perspective de Barber. Et je crois qu'il est très important de réaliser qu'aujourd'hui en France, les replis identitaires sont chez tout le monde. Et je vous conseille de lire, par rapport à l'islamophobie en France, l'islamophobie, il faut la situer par rapport à cela. Il faut la situer par rapport à ce phénomène mondial, ce n'est pas seulement la France. Le modèle français est mis en difficulté par cette mondialisation ultralibérale, hein, à laquelle on a fait toutes les concessions. Et au lieu de dire d'où vient le problème, on cherche des boucs émissaires. C'est ça là, le danger. On cherchait le bouc émissaire, avant c'était le juif, aujourd'hui c'est le musulman. Il ne faut pas se voiler la face. Et je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des exemples construits. J'ai parlé de Jean-François Poncet, mais le Haut Conseil de l'intégration, qui a pondu en 2007 une histoire de la laïcité, tronquée, falsifiée, dans le sens où la laïcité n'est plus la recherche de la paix, comme disait Jean Jaurès,
en 2004, avant le vote de la loi de 1905, en 1904, il a écrit, Jean Jaurès, défendant la nécessité de la laïcité comme un projet de paix sociale, pacifier les relations. Je vous lis. Il prônait à travers la laïcité une pacification laïque pour que, et je le cite, la démocratie puisse se donner tout entière à l'œuvre immense et difficile de réforme sociale et de solidarité humaine. Si, et c'était ça la laïcité, c'est pas déclarer la guerre. La laïcité, c'était la fin de la guerre entre les deux Frances. Émile Combes et les autres AOC. Vous connaissez AOC? Vous ne connaissez pas l'appellation? Oui, mais ce qu'on appelle les athées d'origine catholique, comme Ernest Renan, Émile Combes, c'était des athées d'origine catholique qui étaient les plus intransigeants, qui voulaient reproduire la politique de Robespierre, de la Première République à l'égard de l'Église, c'est-à-dire continuer la guerre entre les deux Frances, qu'on a payé très cher avec la Restauration. Le Premier Empire, le Second Empire, la Restauration, et la Commune de Paris, etc., etc. Et à peine on arrive donc à la Troisième République, il y avait deux tendances dans la Troisième République. Une tendance